Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. À l'issue de son audience avec le président de la République, le représentant du secrétaire général de l'ONU loue les efforts de notre pays dans la résolution de la crise malienne. Le président de la République reçoit les membres du bureau exécutif du syndicat des journalistes mauritaniens. À quelques jours du deuxième tour des élections présidentielles maliennes, les deux concurrents intensifient leur campagne pour rassembler le maximum d'électeurs. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et le chef de la MINUSMA, Albert Gérard Konder, actuellement en visite dans notre pays. Ont assisté à l'audience le ministre des Affaires étrangères de la coopération, M. Hamadul Hamadi, le directeur du cabinet du président de la République, M. Selkoul Ahmedi Zidbi, le chargé de mission à la présidence de la République, M. Sidney Sorna, et la coordinatrice du système des Nations Unies à Nouakchott, Dr Koumba Mar Gadio. À l'issue de l'entrevue, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali a fait la déclaration suivante. J'avais le grand honneur d'être reçu par le président de la République. J'avais l'opportunité de discuter avec lui la situation à Mali. Je suis le représentant spécial du secrétaire général Ban Ki-moon à Mali. Nous sommes en train, comme vous savez, de déployer une opération de paix. Et j'ai aussi remercié le président de Mauritanie pour le soutien pendant la médiation, pendant toutes les réunions internationales pour avancer le processus de paix et de réconciliation à Mali. Je lui ai remercié et j'ai aussi demandé, je l'ai reçu, le soutien pour les Nations Unies dans le contexte politique que nous faisons pour arriver à un dialogue, à du progrès à Mali. Le président de la République a également reçu en audience ce lundi le bureau exécutif du syndicat des journalistes mauritaniens conduit par M. Ahmed Salm Mokhtar Salm, son président. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. À la fin de l'audience, le président du syndicat des journalistes mauritaniens a fait la déclaration suivante. Reçu par le président de la République, comme vous le savez, si un syndicat a l'occasion de trouver le président de la République, c'est l'occasion de présenter sa plateforme revendicative. Et ce qui a été fait, nous avons présenté à M. le Président la plateforme revendicative qui regroupe aussi bien les revendications au niveau de la presse privée qu'au niveau de la presse publique et au niveau du syndicat. Comme je l'ai dit à M. le Président, en 2009, nous avons été reçus lors du premier mandat et nous avons présenté à l'époque une plateforme. Cette plateforme a été satisfaite à 70%. Et ce qui nous donne l'espoir aujourd'hui que notre nouvelle plateforme qui a été présentée au président de la République aura un seuil non moins important que le seuil qu'a eu la première plateforme, c'est-à-dire à 100, sinon à 90%. Nous avons débattu sur les problèmes inscrits sur cette plateforme. Le débat a été franc, a été fructueux et le président a dit qu'il a pris note de toutes ces revendications et qu'il les étudiera minutieusement. Je vous remercie. Dans le cadre de sa tournée à l'intérieur des wilayas pour s'enquérir des problèmes des citoyens, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est réuni avec les populations de la ville d'Attar pour les écouter, poser leurs problèmes en rapport avec son département. Le ministre a également effectué une visite dans les quartiers populaires de la ville et vu de près leurs problèmes liés à l'habitat et au lotissement.
La restructuration des quartiers précaires et leur connexion au réseau urbain et hydraulique ont été au centre de discussion entre le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayahia Bokar, et les habitants de la ville d'Attar. Au cours d'une randonnée dans certains quartiers de la ville, où il a pu prendre connaissance des conditions d'habitat et du déficit criant en matière d'infrastructures et équipements, ainsi que leur éloignement du centre-ville, le ministre s'est entretenu avec les populations des raisons qui les ont conduits à vivre à la marge de la cité. La réponse était sur toutes les lèvres, la recherche de parcelles aménagées et loties. Et au cours d'une réunion avec les populations à Attar, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a précisé que chaque citoyen mauritanien a droit à une parcelle de terrain. Chaque famille et non chaque personne aura une parcelle de terrain. C'est là l'instruction du président de la République, a dit M. Bayahia Bokar, et les habitants d'Attar auront ce droit. Il a ajouté que la nouvelle ville d'Attar sera dotée des infrastructures électriques, hydrauliques et éducatives. La réunion était l'occasion pour le ministre d'écouter les doléances des populations, centrées pour l'essentiel sur l'urbanisme et des problèmes qui touchent les citoyens au quotidien, comme l'eau, l'électricité et la santé. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a procédé à la pose de la première pierre d'une école type de 8 salles de classe qui sera dotée de tous les espaces de loisirs et de culture. À Attar, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayahia Bokar, a également pris connaissance de l'état des bâtiments et édifices administratifs publics, y compris la résidence du Wali. Sur place, il s'est informé sur les besoins en matière de réfection de ces bâtiments, dont certains remontent aux années 60 du siècle dernier. Le ministre a indiqué dans ce cadre que les travaux de réfection de ces bâtiments commenceront très bientôt. Inauguration à Bouhajra relevant du parc du Diaoling d'un projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable financé par la coopération japonaise dans le cadre du programme d'appui aux communautés locales à hauteur de 29 millions d'ouguiyas. Cet ouvrage d'une capacité de 8 mètres cubes s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs du millénaire du développement OMD visant la satisfaction de 70% des besoins en eau potable des populations en milieu rural à l'horizon 2015. Cette cérémonie d'inauguration des travaux du projet d'alimentation de l'accès à l'eau potable de Bouhajra au parc national de Diaoling dans la wilaya de Trarza marque la mise en place d'une action commune entre le Japon et la Mauritanie à travers la coopération bilatérale pour venir en aide aux populations les plus nécessiteuses. Cet ouvrage est d'une capacité de 8 mètres cubes. Il s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement au niveau du secteur de l'hydraulique en vue d'alimenter en eau potable les populations en milieu rural d'ici 2015. Supervisant l'inauguration du projet, le secrétaire général du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable, M. Mohamed Ould Abdallahi Salem Ould Ahmed Doua, a précisé que le projet a des techniques en rapport avec l'énergie solaire au niveau des différentes phases du traitement de l'eau. Il a ajouté que des analyses effectuées par l'Institut national des recherches en santé publique ont prouvé que le produit est sain et répond aux normes de l'OMS. Ce projet d'appui aux communautés locales est financé par le gouvernement du Japon au titre de l'aide non remboursable pour les projets locaux. Le système d'approvisionnement en eau potable Yamaha est un excellent appareil de purification de l'eau qui répond aux normes de l'OMS standard et de qualité pour la population locale. Si les habitants du village de Bouhajra étaient dans des conditions difficiles et qui ne répondaient pas aux normes de l'Organisation mondiale de la santé OMS, aujourd'hui on note que des progrès remarquables ont été enregistrés dans le cadre des efforts de toutes les parties concernées par ces dossiers. Le parc constitue aujourd'hui le moyen de développement de la commune. C'est vrai que le parc ne peut pas tout faire, la commune ne peut pas tout faire, mais je crois que le parc, en collaboration avec les autorités communales, avec les autorités administratives, pourront résoudre beaucoup de problèmes qui se posent au niveau de ces populations. Ce projet d'alimentation à l'accès à l'eau potable n'est qu'une étape parmi d'autres que les pouvoirs publics ont franchi pour la réussite d'une stratégie nationale d'accès aux services essentiels.
Le siège de l'état-major de la gendarmerie nationale à Nouakchott a abrité hier soir la cérémonie de clôture de la seconde édition du concours religieux et culturel pour le mois béni du Ramadan, organisé par l'association culturelle et sportive de la gendarmerie nationale. Le concours comporte des sujets tels que la récitation du Coran, les transactions en islam, le code familial, le fiqh, le hadith et la sira du prophète paix et salut sur lui, en plus de l'histoire de la Mauritanie. De clôture, l'association culturelle et sportive de la gendarmerie nationale a primé 118 concurrents dans divers domaines des sciences religieuses, en l'occurrence la récitation du Coran, les transactions en islam, le code familial, el fiqh, le hadith, la sira du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que sur l'histoire de la Mauritanie. À cette occasion, le colonel Chibir Oul Hamma, commandant du bataillon de sécurité et d'escorte, vice-président de la commission d'arbitrage, a indiqué qu'une colonie de vacances sera organisée à la suite de ce concours dans l'une des wilayas du pays au profit des enfants lauréats au cours de l'année scolaire 2012-2013. Prenant la parole à son tour, le fiqh Mohamed Vadel Oul Mohamed Lemine, président du comité d'arbitrage, a loué l'organisation de ce concours et félicité l'état-major de la gendarmerie nationale et l'association culturelle et sportive pour cette importante initiative qui a enrichi la scène culturelle au cours de ce mois béni du Ramadan. À Nouadhibou, les travaux d'extension et de modernisation du réseau routier urbain de la ville se poursuivent. Ce réseau routier a permis de relier nombre de quartiers de la ville entre eux, d'une part, et d'autre part, les relier au centre-ville. La ville de Nouadhibou est en voie de s'offrir un réseau routier digne d'une capitale économique moderne. Les travaux de réalisation de l'élargissement du tronçon principal vont bon train. Cette route menant à l'aéroport de la ville est d'une longueur de 7 km. Les travaux effectués vont permettre de donner un visage nouveau à la ville devenue zone franche. C'est l'entreprise ATTM qui a eu en charge la réalisation de ces travaux, dont le coût s'élève à plus de 30 milliards de guillards. Les gros travaux sont terminés. Nous sommes actuellement dans la dernière phase, celle de l'asphalte, tel qu'il a été réalisé dans la zone de Tarhil. En ce qui concerne Rabt al-Bahri, nous sommes maintenant à un stade avancé de cette étape. Les gros engins travaillent de nuit comme de jour pour effectuer la couche de base. Ensuite, il sera procédé à la pose de la couche de goudron. En ce qui concerne les trottoirs, nous sommes à un stade avancé. Nous avons pris les mesures appropriées et ce sera terminé d'ici 2 à 3 mois. Le projet a permis d'offrir du travail à de jeunes chômeurs en quête d'un revenu. C'est une opportunité qui s'est offerte à nous de pouvoir travailler. Nous remercions vivement les pouvoirs publics. Depuis qu'il y a ce chantier, nous pouvons travailler et nous sommes payés dans les délais. Sur ce chantier ne travaillent que des Mauritaniens. La réalisation de ce projet est d'une importance capitale pour le désenclavement des localités. La route était d'un accès difficile. Depuis la réalisation de ces travaux, notre vie est grandement facilitée. C'est une bonne route. Nous en remercions le président de la République. Les travaux devraient être totalement achevés en novembre prochain, ce qui permettra de fluidifier la circulation et de donner un visage moderne à notre capitale économique. En dépit des efforts consentis pour régler le problème des transports publics au niveau de la capitale, nombre de citoyens continuent de se plaindre de longues attentes qu'ils doivent souffrir pour obtenir un moyen de transport. Le compte-rendu qui suit jette la lumière sur certains aspects des prestations par la Société nationale des transports publics de la capitale. La Société des transports publics, STP, est l'une des sociétés créées dans le but de combler le déficit aigu en matière de transport, surtout à Nouakchott, après l'évolution urbanistique que connaît la ville au cours des années dernières. Cette société a été créée pour répondre à un besoin croissant au niveau du déficit en transport public au niveau de la ville de Nouakchott surtout, qui est dû à plusieurs raisons, dont entre autres le retrait de beaucoup de taxis de la circulation à cause de l'imposition du nouveau permis vert et à cause aussi du vieillissement du parc des taxis et des autobus qui font le transport urbain. Face à cette situation, la STP a répondu à ces déficits
en achetant de nouveaux bis qu'elle compte mettre bientôt sur son réseau. Elle en a déjà mis quelques-uns. Les appréciations des usagers des bis de la STP portent dans leur ensemble sur l'importance des services assurés par la société, mais aussi d'augmenter le nombre de bis pour éviter aux citoyens les heures d'attente sur les lignes de transport. Ils ont en outre évoqué la question de la maintenance des bis, insistant sur la nécessité de ne mettre en circulation que des bis équipés pour assurer un service de transport décent. Selon le directeur général de la STP, la société suit actuellement une politique basée sur l'offre et la demande pour surmonter les difficultés constatées et pour fournir un service de qualité. On diminue le nombre de bis à cause de ce déplacement des populations à l'intérieur du pays pour les vacances scolaires. Cette diminution des bis entraîne des attentes parfois très longues des passagers qui se plaignent. Malgré que nous faisons des renforts pendant les périodes d'affluence, de forte affluence, nous essayons par tous les moyens de pouvoir combler ces déficits en transport. Actuellement, nous lançons sur notre réseau 30 bis par jour. Et dans l'avenir, c'est-à-dire durant la période scolaire, la reprise scolaire, nous allons mettre sur notre réseau 50 bis. La STP envisage dans les perspectives de l'avenir d'élargir son champ d'intervention pour qu'il englobe certaines villes de l'intérieur du pays, après avoir ouvert une ligne dans la ville de Rosso et des lignes dans la ville de Kifa. Elle fournira également des bis vers les ports de l'Amitié au profit des dockers et des lignes de transport vers le nouveau campus universitaire à Tevrazen. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé largement en tête au premier tour de la présidentielle, a demandé hier aux électeurs de lui accorder une majorité claire et nette au second tour du 11 août, prévenant que la victoire ne lui sera pas volée. Comme son adversaire Soumaïla Cissé, Ibrahim Boubacar Keïta a mis en garde contre les risques de fraude au second tour. C'est un rockstar qu'il est accueilli par ses partisans. Ils sont venus nombreux pour écouter sa première déclaration publique depuis la proclamation des résultats provisoires complets. En ce début de campagne pour le second tour de la présidentielle malienne, Ibrahim Boubacar Keïta adopte un ton particulièrement offensif. Il accuse implicitement son adversaire Soumaïla Cissé d'incarner le système des petits arrangements et de préparer la fraude. IBK appelle les Maliens à la vigilance. Nous devons tous ensemble rester mobilisés contre les tentatives de manœuvre et de fraude. Il n'existe pas de victoire facile. Mais cette fois, elle ne nous sera pas volée. La mise en garde d'Ibrahim Boubacar Keïta survient 48 heures après celle de son rival. Peu après l'annonce des résultats du premier tour, Soumaïla Cissé avait interpellé vigoureusement le gouvernement malien qu'il soupçonne d'organiser la fraude au profit d'IBK. J'exige que des mesures concrètes soient prises pour juguler la fraude en mettant fin au système de bureaux de vote parallèles et officieux, en sécurisant le bulletin de vote et le processus de dépouillement. Dès ce lundi, le candidat de l'Union pour la République et la démocratie devait remettre un mémorandum aux autorités maliennes en charge de l'organisation du second tour de la présidentielle. Comme son adversaire, Soumaïla Cissé est convaincu qu'il sera élu président si le scrutin du 11 août se déroule dans la transparence totale. La ville de Kismayo va dépendre désormais du gouvernement central de la Somalie. C'est la décision que les chefs d'État de la sous-région réunis au sommet samedi dernier ont prise à Kampala pour faire pression sur les troupes kenyanes sur place pour faire face aux milices qui se disputent le port de la ville. Les leaders africains ont dans un communiqué déclaré que le port et l'aéroport de Kismayo doivent être sous le contrôle du gouvernement central somalien qui lutte pour asseoir son autorité sur cette cité en dépit de la présence des militants Shabab. Voici, mesdames et messieurs, le rappel des titres.
À l'issue de son audience avec le président de la République, le représentant du secrétaire général de l'ONU loue les efforts de notre pays dans la résolution de la crise malienne. Le président de la République reçoit les membres du bureau exécutif du syndicat des journalistes mauritaniens. À quelques jours du deuxième tour des élections présidentielles maliennes, les deux concurrents intensifient leur campagne pour rassembler le maximum d'électeurs. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.